ou de territorialisation des politiques publiques, comme on a l'habitude de le dire, on aura toujours des difficultés à pouvoir être compétitif au niveau local, à ce que les PME, PMI puissent capter plus de dividendes. Parce que ce qu'on a révélé dans le rapport ITIE 2018, c'est qu'on a globalement 999 milliards qui sont payés par ces entreprises-là aux fournisseurs de biens et services. Donc plus de 400 milliards à des entreprises de droit sénégalais, dont on sait au moins qu'il y a 60% qui sont des capitaux sénégalais, qui ont des capitaux sénégalais. Donc c'est des aspects qui sont très très intéressants, parce que si vous comparez même 200 milliards par rapport aux 100 milliards de l'État, ça fait le double. Donc le combat doit être mené en allant vers le sens de formaliser davantage les organisations qui sont au niveau de la base, de les inciter à se formaliser, d'également de les accompagner en termes de renforcement de capacité, parce que quelqu'un qui a toujours été agriculteur, il n'a jamais pensé à vendre ses produits agricoles ou horticoles à une compagnie minière. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'elle va sauter le pas. Il faudra parce que le circuit, il est très... Si vous prenez un exemple très simple, Mboro ou Fastboy ou Diogo, les gens, ils mettent dans les camions Ndjembet là, ou bien dans les Peugeot, pour acheminer vers où? Vers Bayard, vers Noto. C'est ça le circuit habituel. Ils n'ont jamais peut-être pensé à ce qu'ils pouvaient apporter aux ICS ou bien aux GCO qui sont des voisins immédiats, et à d'autres entreprises qui sont aussi dans la zone. Donc c'est des circuits qu'on doit pouvoir mettre en place. C'est un accompagnement qu'on doit pouvoir mettre en place, et le secteur pétrolier également va pouvoir entrer en jeu. L'autre aspect, c'est lié également au financement. S'il n'y a pas de financement pour ces entreprises-là, on n'a pas de soutien. Parce qu'on a vu que les statistiques de l'ADPME, l'ANSD également, ont montré que pratiquement, il y a très peu d'entreprises de PME, PMI qui dépassent les 5 ans d'espérance de vie. Pratiquement, vous avez 80% de ces PME, PMI qui meurent avant 5 ans. Donc c'est un constat alarmant, mais il faut corriger cette tendance-là et pouvoir permettre au niveau local, aux communautés, de capter ce contenu local-là. Et enfin, je dirais que les perspectives avec le pétrole et le gaz, comme il y a une loi sur le contenu local dans le secteur pétrolier, dans le code minier déjà, vous avez des articles, l'article 109 qui incite à ce qu'on emploie de la main-d'œuvre locale, qu'on ait une équité salariale entre hommes et femmes, etc. L'article 85 qui demande la publication des plans de passation des marchés des titulaires de titres miniers. Donc il y a une obligation que les titulaires de titres miniers, ils ont failli à cette obligation-là. La loi, elle est là depuis 2017, elle est entrée en vigueur avec le décret d'application. Donc 2 ans après, si on continue à demander à ces entreprises-là, je pense qu'il y a quelque part un problème, et il faudra relever cet aspect-là qui est très important. Le code pétrolier de 2019 est également revenu sur cet aspect, et c'est renforcé avec la loi sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures. Ce qui est très salutaire d'ailleurs, parce que même si c'est une loi générale, il y a déjà des déclinaisons qui sont très intéressantes, parce que ça prévoit que aussi bien les entreprises titulaires qui sont dans l'exploitation ou l'exploration pétrolière publient annuellement un plan de contenu local qui inclut les marchés, qui inclut également le timeline, c'est-à-dire la période où on a besoin d'acquérir ces biens et services, mais également dit à leurs sous-traitants, même les sous-traitants qui vont gagner les marchés et qui sont peut-être potentiellement étrangers, de faire de même, ce qui est très intéressant, parce que ça élargit les possibilités pour les entreprises sénégalaises, et définit aussi quelque part les régimes qui vont permettre aux entreprises sénégalaises, des régimes exclusifs par exemple, dans le transport, la restauration, l'hôtellerie, etc., où c'est de facto réservé aux entreprises sénégalaises, et la définition de l'entreprise sénégalaise, les propositions qui sont actuellement sur la table, on est en train de miser sur la proportion du capital qui appartient à des Sénégalais et des personnes physiques de nationalité sénégalaise. Donc c'est ce qui est une bataille essentielle qu'il faudra aussi veiller au grain pour cela. Et l'autre aspect qui est important aussi pour les communautés, on en a parlé hier à Kaya, il y aura une loi sur la répartition des revenus
Et eux, ils nous ont dit un concept, ils ont répété plusieurs fois ce mot-là, gana djege, gana yei. C'est-à-dire qu'ils sont plus proches des zones potentiellement qui seront impactées. Donc il faudrait forcément prévoir que dans cette loi-là, que ces entreprises, ces communautés puissent trouver une voie de sortie ou bien une compensation. Mais dans la discussion, on a aussi relevé le fait que la compensation ne doit pas être seulement pécuniaire, parce qu'il y a d'autres formes de compensation qui peuvent être liées aux politiques qui sont menées. Par exemple, la pêche continentale, l'aquaculture, peut suppléer quelque part les baisses de capture en mer, si l'activité pétrolière ou gazière venait à impacter la pêche. Ça, c'est des pistes de réflexion qui sont très intéressantes. Développer aussi l'intercommunalité. Un pêcheur de Kayar doit se sentir à l'aise à Mbour. Je donne l'exemple de Mbour parce qu'on a vu les incidents que des pêcheurs de Fass-Boye ont subis à Mbour. Donc, cette intercommunalité, c'est un principe de solidarité qui est très fort et qui est inscrit dans l'acte 3 de la décentralisation. C'est aux élus locaux également et aux populations de faire valoir leurs droits. Et enfin, de penser quelque part au suivi environnemental. Parce que quelque part, il y a l'environnement qui est en train de réviser son code et les propositions des populations sont attendues. Les propositions également des journalistes qui s'intéressent à ces questions sont très attendues. Donc je pense que pour l'instant, je vais m'en arrêter là. Je pense qu'on a essayé de parler du contexte et de montrer quelque part le rôle que l'ITIE compte jouer. Et je vous incite beaucoup à revoir les contrats. Parce que l'ITIE a fait un grand effort en rendant presque systématique cette divulgation des contrats-là. Et c'est la base qui vous permet de comprendre le contexte. C'est la base qui peut vous permettre également de comprendre actuellement ce qui se passe. Parce que les obligations contractuelles de ces entreprises-là, ce sont dans ces contrats qu'on les trouve. Ce n'est pas forcément dans le code qui reste assez général. La publication des contrats n'est pas encore une obligation de la norme ITIE. L'ITIE demande à ce que les États publient les contrats, mais ce sera à partir de 2021 pour que ce soit une obligation. Vous voyez bien que le pays a anticipé sur ça, ce qui est également un point positif. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut qu'on aille, et là c'est le travail du comité national, que nous appuyons, qu'on aille vers ce qu'on appelle un plan de publication des contenus locaux, un plan de publication des contrats. C'est-à-dire qu'on ait un peu la liste des contrats qui sont rendus publics et les contrats qui ne sont pas encore publiés, et puis permettre au comité national ITIE de documenter la question et aussi de faire des recommandations dans ce sens. L'autre recommandation du rapport ITIE cette année-ci, c'est de dire qu'il faut ce qu'on appelle un encadrement des exonérations, dans le sens où l'ITIE propose à ce que les pouvoirs publics procèdent à une évaluation des exonérations qui sont accordées aux entreprises. Parce que ça, c'est une recommandation de l'ITIE international lors de la validation du Sénégal qui est intervenue en mai 2018, qui demande à ce que le comité national puisse regarder vers cette direction. Parce que les gens se plaignent de la faible contribution du secteur au budget. Mais avec le coût des exonérations, on peut avoir une idée nette de ce que l'État aurait dû gagner et que l'État ne gagne pas. Et là aussi, il faut rappeler que l'UEMOA elle-même demande à ce que l'État du Sénégal publie chaque année des rapports sur ce qu'on appelle les manques à gagner, les dépenses fiscales. L'autre recommandation, c'est sur les données de production. Et quand on parle de données de production, c'est que vous savez que les entreprises font des déclarations sur ce qu'elles produisent. L'administration minière travaille sur ces informations. L'ITIE également reçoit ces données-là pour les examiner. Mais la recommandation que nous avons faite sur ce point, c'est de dire qu'il faut qu'on clarifie davantage les méthodes de calcul. Et quand on parle de méthodes de calcul, c'est en termes de quantité, en termes de volume. Et je pense que si ces recommandations sont mises en œuvre, vous verrez qu'il y aura davantage de transparence dans la gestion des ressources naturelles. Et ça, il faut que nous le rappelions tous les jours, c'est que le rôle de l'ITIE, au fond, c'est d'attirer l'attention sur les points qui méritent des améliorations. Et là, à ce niveau, chaque année, nous le faisons. C'est pourquoi nous pensons que si toutes les recommandations issues des rapports ITIE
sont mises en œuvre effectivement, vous verrez que le pays va avoir un système de gouvernance des ressources naturelles qui lui permet justement de sécuriser les ressources, mais aussi de garantir les citoyens sénégalais. Cheikh si olof rek moo xam leen ressources yi dama ko fàtte woon léegi pour li mu jëlal région bi tey si rapport bi li mu feeñal ci olof mooy 122 milliards moom la secteur bi jur 59 virgule ñaata milliards lu jógee 60 milliards ci région bi la jógee région de Thiès daaw mi ngi woon ci juróom fukki milliards daaw jéeg ñeent fukki milliards soo xoolee ñetti at yi région bi 150 milliards la dugal gafaka état mais li delluwaat ci région bi dafa néew trop ndax ci 59 milliards yooyu et quelques 503 millions rek la entreprise yi dugalaat ci région bi en termes de dépenses sociales te soo xoolee ci wàllu santé 2% rek la ak li muy indi ci lorte ci wàllu santé ci wàllu environnement 2% la ak gis nga li nga wax léegi Ngoundiane ak Darou Khoudoss ci wàllu GIE locaux maanaam pour soxali les GIE pour ñu mën a am sous-traitance 3% la mais parallèlement gis nañ ñu joxe ay billets à la Mecque mais xam nga billet Màkka loolu c'est RSE lañu koy def ñoom ka nga ko jox rek lay jariñ mais jariñul communauté bi donc foofu la ñu ne il faudrait que fonds de péréquation yi nañ ko delloo mais mieux contenu local nañ ko jëmmal parce que amagul loi sur le secteur minier ndax 574 milliards ci la région 223 milliards yëpp delluwaat na ci donc soo xoolee privé bi mën na ci gagné mais communauté yi ñoom gisaguñ ci seen bopp moo tax ñu wax ni foofu nag lu ñu war a jubbanti la parce que li may wax ne rapport baax na code baax na mais population duñu lekk rapport bi yëg-yëg moo gën c'est la ñu war a delluwaat ci ñoom il faut que état taxaw ci cimenterie yi par exemple Dangote mooy première cimenterie fii en contribution 20 milliards la dugal ñoo yore Corée du Kajoka dama juum ciment du Sahel ñoo def 20 milliards Dangote moo ci toog mais tey cimenterie yi am na benn surtaxe de 5000 francs bu ñu dugal ci tonne ciment bi si consommateurs yi ñoo koy supporté alors que état am na 10% de part gratuite yoo xam ne cimenterie yi duñ ko fay donc am na yoo xam ni ay incohérences yu am ICS par exemple soo xoolee ci entreprise yi nekk ci région bi yëpp mooy première entreprise bu fi jiitu mais ci rapport bi 5 milliards rek la ICS dugal ci gafaka état parce que ICS du fay redevance du fay taxe du fay droit fixe ndax code ba leen tënk mooy code 88 te suñuy xaatim contrat yi dafa am clause de stabilité dañuy fexe ba lépp luy lu bees taxe dootul leen dugal c'est ICS gis nga loraange gi muy indi ci foofu yëpp donc laaj na état tey taxaw pour renégocier wala revisiter contrat yëpp pour que état mën ci gis boppam askan yi mën ci gis seen bopp parce que 2% d'impôts locaux moo ci am soo xoolee c'est moins de 2% du budget 4000 milliards ñu la 122 milliards le secteur bi donc amul njariñ pour réew mi entreprise yi parce que entreprise yi bu ñu ko fàttali ñëwuñu pour soqali dañoo ñëw pour def profit population yi nag ñoom tamit état daf leen war a taxawu état aussi war na fexe ba gis ci boppam pour que mu demaat ci kooku xaani loolu daal rapport bi tam feeñal na ko. En plus de la publication des informations relatives aux paiements que les entreprises effectuent auprès du gouvernement, aujourd'hui l'ITIE permet même de connaître ce qu'on peut appeler la nature du projet. Et aussi, l'ITIE permet également de voir les conditions dans lesquelles le projet a été octroyé. Tout à l'heure, on a évoqué la question des contrats, qui est extrêmement important. Et je crois qu'aujourd'hui, l'une des contributions les plus remarquables de l'ITIE au Sénégal, c'est la publication des contrats. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, le travail de l'initiative pour la transparence s'inscrit dans une logique de ce qu'on appelle le triangle de la transparence. Pourquoi le triangle de la transparence? Parce que l'analyse de l'impact économique et social d'un projet fonctionne mieux lorsqu'on combine diverses formes de données. Par exemple, en plus des paiements que vous avez, il y a également ce qu'on appelle les contrats. Et enfin, ce qu'aujourd'hui beaucoup ne saisissent pas encore, les bénéficiaires effectifs. Ce triangle de la transparence me permet d'évoquer ce qu'on appelle aujourd'hui les perspectives de l'initiative pour la transparence dans les initiatives au Sénégal. Cette année, vous l'avez remarqué, nous avons beaucoup parlé du contenu local. Et quand on a parlé du contenu local, c'était de dire, au-delà de la loi sur le contenu local qui évoque aujourd'hui beaucoup de possibilités, l'initiative pour la transparence a déjà donné le signal en publiant des informations sur les fournisseurs en matière de biens et services. Ce qui est aujourd'hui une innovation parce que cela permet dès à présent de jauger un peu la capacité financière, on va dire la contribution ou l'enveloppe financière
que génère l'activité extractive dans notre pays. Et je crois que ça, c'est un point à retenir. Mais pour cela, nous estimons qu'il faut aller plus loin, parce que c'est ça qui me permet d'évoquer le premier chantier de l'ITIE dans les années à venir, ou en tout cas dans l'année, on va dire, on est en 2020, c'est ce qu'on appelle le bénéficiaire effectif. Tantôt on parle de propriété réelle, tantôt on parle de propriété effective, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est tout simplement les personnes qui tirent bénéfice de l'activité extractive. Quand un permis minier ou un titre d'hydrocarbures est délivré, il est délivré à une personne morale, on va le dire comme ça. Et la propriété réelle va plus loin pour demander qui est la personne physique. Parce que la définition retient le fait qu'il faut qu'on déclare les personnes physiques. Ce n'est pas les personnes morales. Parce que la personne morale, elle est déjà réglée par le RCCM, le registre du crédit immobilier, qui identifie la structure du capital de la société. Mais ici, avec l'exigence de l'ITIE, qui est l'exigence 2.5, demande à ce que les États qui ont adhéré à l'ITIE mettent en place un registre public à partir du 1er janvier 2020 pour permettre d'identifier les personnes qui détiennent ou qui contrôlent la société pétrolière ou extractive. Et à ce niveau, je dois rappeler qu'il y a un effort qui est déjà fait au niveau des parties prenantes. Pourquoi? Parce que nous avons signé un protocole d'accord avec le ministère de la Justice, parce que tout simplement, le RCCM, quand vous voulez créer votre société, il faut que vous alliez au RCCM. Et le RCCM est placé sous la tutelle du ministère de la Justice. Et à la suite de ce protocole, nous avons travaillé avec un prestataire pour le volet technique qui s'appelle Gaïné 2000 pour un peu s'accorder sur le design. Parce que le registre, au fond, c'est un outil d'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si l'entreprise vient s'immatriculer au Sénégal, on demandera à l'entreprise de déclarer les noms, prénoms, adresses, nationalités des personnes qui détiendraient ou qui contrôleraient la société. Et cela a plusieurs avantages. Mais je citerai quelques-uns. L'un des premiers avantages de connaître les personnes qui détiennent des titres dans les sociétés extractives, c'est que ça permet rapidement de lutter contre ce qu'on appelle l'évasion fiscale ou la fraude fiscale. Vous savez, aujourd'hui, il peut y avoir des sociétés qui sont immatriculées à l'étranger, ou bien il peut y avoir des sociétés aussi qui domicilent le revenu dans d'autres juridictions. Et l'idée ici, c'est qu'une fois qu'on ait identifié la personne physique, que l'administration fiscale puisse également vérifier, procéder à un examen fiscal. C'est pourquoi dans le projet de texte qui est en cours d'élaboration, sur lequel je dirai un mot tout à l'heure, déjà offre la possibilité à l'administration fiscale d'avoir accès à cette base de données. Le deuxième avantage aussi, c'est que la propriété réelle est un enjeu de sécurité nationale. Tout à l'heure, on a parlé de la propriété des ressources au peuple. Ça veut dire quoi? Droit de propriété, fructus ubisus usus. Quand on extrait les minéraux ou les substances minérales autour du sous-sol, il faudrait qu'on aille jusqu'au bout, c'est-à-dire que les citoyens ou les populations puissent connaître les titulaires d'actifs pétroliers ou miniers au Sénégal. C'est-à-dire que les populations puissent savoir qui fait quoi, qui détient quoi et c'est dans quelles conditions. Ensuite, un autre avantage qu'on peut citer sur la propriété réelle, c'est que la propriété réelle aujourd'hui achemine ce qu'on appelle dans le secteur extractif le sentier de la gouvernance. Parce que au-delà de la déclaration, au-delà de la divulgation des paiements, au-delà de la publication des contrats, ce qui est un pas entier pour la transparence dans la gestion des ressources naturelles, maintenant, il faudra juste qu'on identifie les personnes qui interviennent dans le secteur. Et ça permet aujourd'hui de pouvoir lutter également contre les conflits d'intérêts, la corruption, mais aussi pour permettre même à l'État de sécuriser ce qu'on pourrait appeler la gestion du secteur.
Autre avantage pour les entreprises cette fois-ci, vous verrez que la divulgation des bénéficiaires effectifs permet même de pouvoir connaître ce qu'on appelle les autres concurrents, les partenaires commerciaux, et de voir est-ce que ces partenaires sont impliqués ou sont mêlés dans des affaires. Donc ça garantit même la sécurité de l'entreprise. Dernier avantage, la divulgation de la propriété réelle permet à la société civile et aux communautés de demander ce qu'on appelle la redevabilité, et j'ajouterais même pour les pouvoirs publics d'engager la responsabilité pour des personnes qui détiendraient des sociétés anonymes ou des sociétés fictives. En tout cas, ça permettrait de lever un peu, de mettre fin à la propriété, à la dissimulation de la propriété, ou à mettre fin à l'anonymat. Donc pour me résumer un peu, ce qu'il faut retenir, c'est que le premier chantier de l'ITIE pour cette année-ci, parce que n'oublions pas qu'une conférence a été organisée à Dakar, une conférence africaine au cours de laquelle les autorités avaient pris part, pour également réaffirmer l'engagement du Sénégal à mettre en œuvre la propriété réelle. C'est pour cela qu'il y a un projet de décret qui va encadrer les conditions dans lesquelles le registre sur les bénéficiaires effectifs va être organisé, mais en termes d'accès, mais aussi en termes, si vous voulez, de champ d'application. Et à ce niveau, le travail technique a été déjà fait en collaboration entre le Comité national ITIE et le ministère de la Justice, qui ont travaillé à travers un comité pour finaliser le décret et le soumettre à signature. Et je crois qu'à ce niveau aussi, il sera très intéressant que le texte soit signé, afin de permettre le Sénégal d'être parmi les pays en Afrique aujourd'hui. Vous verrez qu'en Afrique, il y en a peu. L'exemple que l'on cite souvent, c'est le Nigeria. Mais en tout cas, dans l'espace francophone, que le Sénégal soit le premier pays à avoir ce registre qui permet à la fois de révéler la propriété juridique, mais aussi de révéler ce qu'on appelle les bénéficiaires effectifs du secteur extractif. Le deuxième chantier de l'ITIE, qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle la divulgation systématique. Alors, la divulgation systématique signifie quoi? Ça, c'est aussi une exigence de l'ITIE, le mainstreaming en anglais. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que le reporting de l'ITIE au Sénégal, c'est N-1. Nous sommes en 2020. En 2019, on a publié les informations qui portaient sur l'année fiscale de 2018. Mais avec le mainstreaming, on veut instaurer ce qu'on appelle un reporting plus régulier. Ça veut dire quoi? Au lieu d'attendre la production du rapport ITIE, qu'il y ait des informations sur les données de production, qu'il y ait des informations sur les paiements à temps réel et qu'on pourra aller rapidement interroger à travers une base de données qu'on appelle un système de télédéclaration. Et aujourd'hui, le travail est très avancé et le Comité national y travaille avec toutes les régies financières, notamment le Trésor, pour mettre en place un système qui permettra de pouvoir avoir les informations sur le secteur extractif à travers une interconnexion. Et ça va réduire le délai de préparation, mais aussi ça permettra de garantir ce qu'on pourrait appeler la traçabilité. Et à ce niveau aussi, il faudra rassurer parce que la production du rapport va continuer et également le Comité national aura plus de travail en termes d'analyse des informations qui seront mises dans cette base de données. L'autre chantier de l'ITIE qui est aussi déterminant, c'est ce qu'on appelle la déclaration par projet. Dans le rapport ITIE, il y a déjà des entreprises qui ont commencé à déclarer par projet, mais la déclaration par projet, c'est quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une entreprise qui opère à Thiès. Au niveau du contrat, le paiement s'effectue sur la base du contrat, alors que l'entreprise, au niveau de la région, dispose de plusieurs projets miniers. Mais aujourd'hui, l'ITIE dit qu'il faut désagréger le niveau de paiement et arriver à ce qu'on appelle la déclaration par projet. Et ça permettra de mieux voir ce qu'on appelle la rentabilité du projet. Et ça permettrait également aux citoyens, aux communautés de voir directement combien le projet leur apporte. Ça également, c'est un point essentiel sur lequel l'ITIE travaille. Et déjà, au niveau du rapport, vous pouvez avoir des informations sur la déclaration par projet. Et tout cela garantit mieux la transparence. Je crois que j'ai évoqué, on veut dire, les chantiers les plus essentiels. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Maintenant, sur le contenu local, pour terminer,
il y a un projet de loi qui est en cours d'élaboration. Déjà élaboré, je dois dire, des projets de décret d'application qui doivent être pris. Et l'ITIE a déjà envoyé une contribution pour tout simplement montrer que finalement l'ITIE peut bien être un outil d'impulsion et même un outil d'indicateur.